Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce live pédago pour traiter une question qui me tient particulièrement à cœur, la question de l'enseignement de la conjugaison. Et je voudrais tout de suite attirer votre attention sur cet adverbe, autrement, parce que je souhaiterais aujourd'hui, en effet, partager avec vous des pistes qui nous engagent sur un changement de pratique, ce changement de pratique s'appuyant sur mon expérience en tant qu'inspectrice auprès des enseignants que j'ai eu l'occasion de fréquenter pendant les années durant lesquelles j'étais inspectrice, mais aussi des pistes que j'ai largement utilisées quand j'étais encore enseignante de collège, notamment auprès des élèves de 6e et auprès des élèves de 4e et des soutiens qui, après avoir doublé parfois 2 fois dans leur scolarité, avaient encore bien du mal à conjuguer les verbes. Donc, une pratique, des pistes qui viennent du terrain et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Alors déjà, revenir sur le fait que nous avons 3 dimensions à prendre en compte quand nous parlons de la conjugaison. Je remets en place un certain nombre de notions avec des mots peut-être un peu barbares, mais qui sont importants si on veut bien s'entendre sur toute la suite. Quand on parle de conjugaison, on parle finalement de 3 choses. On parle de la formation du verbe, la formation de la forme verbale, c'est-à-dire de la morphologie, avec ce que l'on appelle couramment le radical, plus une marque de temps, plus une marque de personne. Radical que j'aime bien appeler base, de façon à ce que les enfants ne confondent pas la démarche qui consiste à travailler le radical d'un mot pour ajouter un préfixe et un suffixe, qui donc est une démarche intellectuelle particulière du vocabulaire, et que pour la conjugaison, cette démarche soit appelée différemment, donc base, sachant que le mot base ne leur pose pas de problème, parce qu'ils ont l'habitude de travailler en disant la base d'une tour, la base d'une construction, etc. Donc voilà, si vous voulez dire radical, vous dites radical. Les programmes disent toujours radical parce que ça fait partie des choses que les programmes ne font pas bouger depuis très longtemps. Donc radical plus base, radical plus marque de temps, marque de personne, on est sur la formation de la forme verbale. C'est parfois réduit à cela la conjugaison. Or, la morphosyntaxe est tout aussi importante parce que c'est le moment où on va accorder le verbe avec le sujet et c'est donc un moment clé puisque nous allons commencer à réfléchir à la forme du verbe en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Et on va réfléchir au lien que le verbe tisse avec les autres mots de la phrase et notamment avec le sujet. Le troisième axe extrêmement important, c'est l'axe syntaxique, c'est-à-dire qu'on est obligé aussi de réfléchir au lien que le verbe va tisser avec d'autres mots de la phrase, notamment des adverbes, soudain, toujours, et avec aussi le sens de ce que l'on veut dire, et notamment les valeurs aspectuelles, est-ce que l'action est achevée ou pas, est-ce qu'elle dure ou pas, etc. Par exemple, l'adverbe soudain introduit toujours une action ponctuelle, mais la littérature va beaucoup plus loin et elle peut parfois jouer avec cet élément. Et si on était sur un texte du style « il préparait la pâte dès le matin, soudain il changeait d'avis », on serait en train de vouloir dire qu'il y a une action ponctuelle introduite par le soudain qui prenait quand même place dans une action qui se répétait dans le passé. Donc la conjugaison, ça n'est pas qu'une affaire de forme verbale qu'on construit avec radical, marque de temps, marque de personne, ça va bien plus loin. Et dès lors que l'on envisage les 3 dimensions, on s'aperçoit tout de suite que travailler la conjugaison comme on travaille des gammes, ça ne sert pas à grand-chose puisque c'est dans une utilisation extrêmement artificielle au quotidien. Personne parmi nous n'utilise les verbes tout seul hors contexte. Donc 3 axes sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Des constats aussi, puisque si vous vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez vous aussi fait ces constats. Finalement, quand les élèves font des exercices à trous, globalement, vous avez des réussites. Mais ces réussites, elles cachent quelque chose parfois. Pour avoir interrogé des enfants dans les classes, des enfants qui avaient tout réussi, parce que souvent on interroge ceux qui ont échoué, mais quand on interroge ceux qui ont réussi, je me rappelle un petit garçon qui avait vraiment fini son exercice à toute vitesse, tout était juste, et quand je lui ai demandé comment il s'y était pris pour avoir tout juste, il m'a répondu très clairement que c'était facile parce qu'il alternait régulièrement 2 terminaisons ou 3 terminaisons, je ne sais plus exactement, et que finalement, il jouait un peu au hasard avec ces terminaisons. Et le fait est que l'exercice, quand on faisait un peu au hasard à sa manière, fonctionnait. Donc, il avait réussi
sans même, sans même avoir réellement réfléchi à ce qu'ils conjuguaient. Alors, donc, des exercices à trous, attention, danger, comment les créons-nous quand vous les créez vous-même, c'est bien se méfier de ne pas avoir un algorithme, en quelque sorte, qui ferait que l'élève qui travaille par hasard a réussi, alors qu'en fait, il n'a pas réellement réfléchi à la conjugaison. Des erreurs dans les dictées, ça, c'est très, très fréquent. Et les erreurs portent aussi bien sur la morphologie, c'est-à-dire la manière dont le verbe est construit, que sur des erreurs de morphosyntaxe, ça vous le voyez. Et moi, je suis souvent interpellée par des enfants qui, lorsqu'on dicte des formes verbales, je reparlerai de l'importance de la dictée de formes verbales, demandent, par exemple, quand on dicte « ils finissent », très souvent, les élèves sont tentés de dire « il avec un S ou sans S ». Alors, ça nous renvoie vraiment à quelque chose de très important, c'est que si on est sur « ils finissent », les élèves devraient avoir acquis le fait que ce verbe à l'oral ne peut renvoyer qu'à un pronom au pluriel. Donc, j'en étais au troisième constat. Le troisième constat, ce sont… Alors, je reviens bien sur le fait qu'un enfant qui vous dit « ils finissent, maîtresse, maître », si il avec un S ou il sans S, ça pose un vrai problème. Normalement, quand il entend finissent, il doit pouvoir comprendre qu'il n'y a qu'une solution, c'est le il au pluriel. Et on reviendra sur l'importance des dictées de forme verbale. Ensuite, des erreurs dans la production d'écrit. En effet, elles touchent les trois dimensions. C'est-à-dire que les élèves ont du mal à former leur forme verbale, ils ont du mal à accorder et ils ont du mal aussi à utiliser les bons temps avec les bons adverbes. À noter, des élèves qui ne liraient chez eux que de la BD auront beaucoup plus de difficultés au cycle 3 à travailler sur l'emploi des temps en production d'écrit parce que la logique imparfait passé simple, utilisée couramment dans le récit, leur sera totalement inconnue. J'ai eu l'occasion de rencontrer un enfant qui maîtrisait parfaitement bien l'utilisation de l'imparfait du passé simple. Il travaillait avec ses camarades en groupe et quand les camarades lui disaient « mais tu peux nous expliquer comment tu fais pour savoir ?» Il disait « je ne le sais pas, je le sens ». Et en fait, quand j'ai interrogé cet enfant, il lisait 3 à 4 romans par semaine. Et donc, on sent bien que l'impact de la lecture est important. De ce fait, ceux qui ne lisent que de la BD auront beaucoup plus de mal à rentrer dans les temps du récit. On continue avec donc la réponse aux besoins des élèves. Alors déjà, si on est là ensemble, c'est qu'on va pouvoir peut-être faire émerger la nécessité de remettre en cause des principes qu'on répète inlassablement depuis des lustres sur l'enseignement de la conjugaison. Donc tous les ans, on fait la même chose. Globalement, personne n'ose trop faire bouger les choses aussi en conjugaison au niveau éditorial. Donc on répète inlassablement les mêmes choses et on constate perpétuellement les mêmes difficultés, les mêmes erreurs chez les élèves, la même lassitude chez les enseignants qui parfois disent qu'ils s'ennuient quand ils enseignent la conjugaison. Donc, il y a des choses à remettre en question si on veut pouvoir avancer. Et puis, je dirais, et le fait que je ne sois plus en fonction me permet de le dire sûrement de manière beaucoup plus confortable, il faut passer aussi parfois un petit peu outre certains éléments du programme parce que les programmes sont faits aussi par des gens qui sont souvent universitaires, avec des gens du premier degré certes, mais des universitaires qui gardent cette patte importante du lien entre la conjugaison et ses racines latines. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas travailler la conjugaison sans faire un lien avec la conjugaison, avec la compréhension, parce que, et la production d'écrit, je dirais même, parce que c'est là que l'on utilise nos verbes et donc c'est là qu'il faut absolument aider les élèves à bien choisir la forme verbale, bien l'accorder, mais aussi à bien la placer dans la phrase pour tisser des liens avec les autres mots et avec le paragraphe qu'on écrit. On va continuer. Donc, l'autre difficulté, c'est qu'on nous dit qu'il faut travailler sur les 10 verbes les plus fréquents. Alors, les 10 verbes les plus fréquents, vous les connaissez, je ne vais pas vous faire l'affront de vous les redonner, mais qu'entend-on par les 10 verbes les plus fréquents? On entend les 10 verbes les plus fréquents dans les ouvrages lus par les élèves. De là à se demander si ces 10 verbes les plus fréquents sont ceux qu'ils ont le plus à utiliser au quotidien à l'écrit, eh bien, il y a une petite distorsion. Donc, je serais tentée de dire que oui, il faut travailler les 10 verbes les plus fréquents,
mais il faut installer, avant d'attaquer ces dix verbes les plus fréquents, des habitudes de conjugaison, une rigueur, une récurrence dans le fonctionnement pour pouvoir les aborder plus tranquillement. Mais on ne peut pas se restreindre aux dix verbes les plus fréquents parce que ce ne sont pas forcément les verbes que les élèves vont le plus utiliser à l'écrit. Les idées à remettre en question. Eh bien, tout d'abord, c'est cette question de la référence au groupe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Bien se rappeler que le classement en groupe, c'est un classement des verbes quand ils sont à l'infinitif. Je disais parfois que c'était presque classer des verbes qui sont morts en quelque sorte. Ils ne sont pas intégrés dans une phrase, ils ne sont pas utilisés à un temps, ils n'ont pas vertu à expliquer quelque chose dans l'espace de la temporalité passé, présent, futur, et n'ont pas non plus de rôle pour jouer une valeur aspectuelle, action achevée, pas achevée, qui dure, qui est ponctuelle, etc. Donc, on les classe en fonction de leur infinitif. Donc, on ne les classe pas en fonction de leur manière de se conjuguer. Et c'est là que commence la première difficulté, parce que ce pauvre verbe aller, eh bien, le premier groupe n'en veut pas, sous prétexte qu'il ne se conjugue pas en etc., comme les verbes du premier groupe. Alors, on le met dans les verbes du troisième groupe. Et dans les verbes du troisième groupe, on s'aperçoit très vite qu'on a un vaste groupe de verbes, ce sont tous ceux qu'on n'a pas pu mettre ailleurs. Et on retrouve parfois ce pauvre verbe cueillir dans le troisième groupe, alors qu'il se conjugue très simplement comme les verbes du premier groupe. Donc, derrière ce qu'on apporte aux enfants comme étant une forme de cohérence de classement, eh ben, il y a en fait une très grosse incohérence. Et ces groupes, ils nous viennent du latin. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de faire référence aux groupes pour apprendre la conjugaison aux élèves, puisque dès qu'on commence, à part les verbes du deuxième groupe qui sont à peu près logiques, dès qu'on commence, on se retrouve face à une foule de verbes qui se conduisent différemment les uns des autres, même au sein des verbes en ER, entre ceux qui sont en YER, ceux qui sont en ELE, en ET, etc. CER, GER, le premier groupe n'est pas si facile que cela. Donc, abandonnons cette notion de groupe qui finalement ne nous sert pas à grand-chose pour apprendre à conjuguer. Apprendre la valeur des temps et la question des aspects, quand on lit les programmes, c'est repousser largement vers la sixième. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant parce qu'on a besoin, quand on lit, de comprendre à quel moment une action est présentée comme étant une action qui se répète, à quel moment on a besoin de comprendre qu'une action est durative. Et parfois, on a des surprises aussi, parce que quand on nous dit que le passé simple, c'est quelque chose qui est ponctuel, dans une phrase comme « ils voguèrent pendant 20 ans », eh bien 20 ans, à ce que je sache, ça n'est pas ponctuel, c'est long. Donc, ils voguèrent pendant 20 ans. Le passé simple, là, a pour vertu de nous montrer que c'est achevé et non pas que c'était ponctuel. Donc, l'usage des temps, des verbes, de la conjugaison en littérature est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et les élèves sont finalement, lorsqu'ils lisent des textes longs, face à cette complexité. Donc, remettre la question de la valeur des temps et la question des aspects à plus tard est quelque chose d'assez étrange, puisque au quotidien, en lecture, il faut qu'ils comprennent comment ce que les verbes expriment, et en production d'écrit également. Si vous leur demandez d'écrire une action qui se répète dans le présent, si vous leur demandez d'écrire une action qui se répète dans le passé, eh bien, il faut qu'ils puissent savoir sur quoi ils vont appuyer leur écrit et comment ils vont former leur forme verbale. On dit aussi qu'il faut apprendre le passé composé après les temps simples parce qu'il est difficile. Alors souvent, le passé composé, c'est le parent pauvre et il est travaillé plutôt en fin d'année, alors qu'en fait, le passé composé, il ne pose pas de difficultés majeures, puisque, enfin, à part sur l'accord du participe passé, mais surtout le passé composé, les enfants, c'est un temps qu'ils utilisent énormément à l'oral, tout de suite, très tôt, y compris dès la maternelle. Donc, ils sont habitués à ce temps-là. Et puis, on a aussi cette manière de présenter les tableaux de conjugaison avec les 6 personnes à la suite, un peu comme une table de multiplication. J'y reviendrai tout à l'heure pour montrer à quel point c'est un leurre. Non, on n'a pas besoin de travailler les 6 personnes d'un coup, et notamment au CE1, quand on commence à travailler la conjugaison de manière un peu plus formelle, c'est extrêmement indigeste et extrêmement artificiel. Alors, apprendre de manière systématique les terminaisons, oui, mais ça ne suffit pas, ça ne se résume pas à cela, la conjugaison. Et je dirais qu'il va falloir aussi
travailler très fortement sur les fameux radicaux ou les fameuses bases. On dit aussi qu'on apprend d'abord tous les temps simples et puis après on verra tous les temps composés, sauf que les temps composés, on en a besoin pour exprimer l'antériorité par rapport au temps simple. Donc encore une fois, on se bride. On dit aussi qu'il faut apprendre chaque temps l'un après l'autre. Enfin, alors c'est ce qui est couramment fait. Hein. Donc on commence, on fait tout le présent, et puis après on fait tout l'imparfait, puis après on fait tout le futur, puis le pauvre passé simple, lui aussi, il a tendance à arriver à la fin. Alors que si l'on construit une progression, une programmation spiralaire, eh bien, on va pouvoir revenir au présent, à l'imparfait, au futur de manière régulière et se dire que le présent va être réinvesti régulièrement parce que on ne peut pas penser qu'en ayant travaillé le présent, par exemple sur la période 1, il est définitivement acquis pour les élèves. C'est tout à fait logique et normal qu'arrivé au mois de mai-juin, ils soient en difficulté si on n'a pas réinvesti suffisamment le présent durant toute l'année. Est-ce qu'il faut privilégier les exercices à trous pour travailler la conjugaison? C'est tentant parce que c'est vite conjugué, parce que c'est vite corrigé, je veux dire, parce que les enfants écrivent peu. Je rappelle quand même que moins ils écrivent, moins ils arriveront à écrire. Moins ils écrivent, plus ils écrivent lentement. Donc là encore, remplir des trous en termes d'exercices de conjugaison, c'est quand même assez difficile il est difficile de considérer que cela va être efficace. Donc, et puis je dirais que tout dépend aussi des trous qui sont proposés aux élèves, parce que si on est sur des trous qui ne portent que sur la terminaison, on va toujours avoir ce problème du travail sur le radical, et on va y revenir. Alors, il faut s'autoriser à faire autrement. Et il va falloir comprendre que l'oral, que la conjugaison s'appuie énormément sur l'oral au cycle 2. Et il faudrait déjà se tourner vers les enseignants de CP et les enseignants de maternelle pour les sensibiliser au fait que c'est important de travailler finalement sur ces, enfin, d'exiger progressivement des enfants que les formes verbales à l'oral soient correctement maîtrisées. Par exemple, il y a des enfants qui sont habitués à avoir beaucoup de lectures littéraires le soir, donc l'imparfait et le passé simple, ils les entendent beaucoup. Ils vont avoir tendance à commencer à former des temps, ils vont commencer à former des passés simples un peu étranges. Quand ils vont vouloir conjuguer l'imparfait, parfois ça va donner ils sont parce qu'ils ont bien compris que c'était le verbe être, mais bon, ils ont envie de mettre un imparfait. Vous en avez certains qui vont avoir beaucoup de mal à décoller du je vas, parce qu'on leur dit souvent tu vas, il va. Alors le je vais est compliqué à acquérir. Donc il y a un gros travail à faire en maternelle et au CP sur l'apprentissage des temps pour que à l'oral, les enfants forment correctement leur verbe. C'est tout aussi important que les enfants de maternelle qui savent qu'on va dire les chevaux et non pas les chevals. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la conjugaison, aujourd'hui, on s'appuie sur le fait qu'on démarre au cycle 2, mais en maternelle, elle est déjà là intrinsèquement dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait avec les enfants. C'est extrêmement important de l'avoir en tête. Au CP, la conjugaison, elle va surtout être sur une cueillette des verbes au fur et à mesure, une réflexion déjà qui peut s'engager sur passé, présent, futur, une réflexion qui peut s'engager déjà plus ou moins sur est-ce que là, c'est une action que le personnage fait plusieurs fois ou pas. Il y a une sensibilisation à faire qui n'est pas évidemment un apprentissage formel, mais on ne peut pas penser que la conjugaison va débuter un jour comme ça au CE1 et du coup devenir quelque chose d'assez artificiel pour les élèves. Donc on va abandonner les groupes qui n'ont pas de cohérence pour la formation des verbes et on va privilégier le recours à la base orale, au radical oral. Qu'est-ce que j'entends? Le verbe chanter, je peux le conjuguer à n'importe quel temps. Mon radical est toujours le même, chante. Je chante, je chantais, je chanterai, je chantais à l'imparfait. C'est toujours le même radical. C'est en cela que le verbe cueillir, pauvre verbe classé dans le troisième groupe, parce qu'il a le malheur de ne pas faire comme les verbes du deuxième groupe, le verbe cueillir, il est très simple aussi. Je cueille, je cueillais, je cueillerai. Voilà. Donc, du coup, on a des verbes qui sont des verbes à un seul radical avec une base orale qu'il va falloir faire analyser aux élèves. C'est comme cela qu'on va pouvoir parler des verbes
en GER, comme nager, les verbes en CER, comme avancer. Qu'est-ce que je dois entendre quand je conjugue nager ou avancer? Je dois entendre nage, je dois entendre avance, et donc, à certains moments, évidemment, pour entendre nager, pour entendre nage, il va falloir que je fasse attention à ce que je mets derrière le G, parce qu'à l'imparfait, évidemment, il va falloir que je nageais. Donc, le verbe nager, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas un radical, il en a deux. Il a le radical en NAG et le radical en NAGE. Et il va falloir travailler systématiquement sur cette question des radicaux oraux avec les élèves pour leur faire entendre les différences. Si on prend le verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, c'est le radical prend. Nous prenons, vous prenez, on a un autre radical, prenne. Et après, on passe à ils prennent avec les deux N. Ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas glisser à toute vitesse en pensant que ça va de soi pour les enfants. Il va donc falloir que le verbe prendre à un moment, au présent, et un traitement particulier. On va vraiment s'appuyer sur ce verbe-là, quitte après à varier dans les exercices avec le verbe reprendre, par exemple, mais il faut s'arrêter avec eux sur cette question des bases orales. On va faire comparer aux enfants les formes orales. Il y a celles qui se prononcent pareil et qui s'écrivent pareil, je prends, tu prends. Et il y a celles qui se prononcent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil. Je prends, tu prends, s'écrivent pareil, mais il prend ne s'écrit pas pareil. Les enfants entendent la même chose, mais ils ne peuvent pas écrire la même chose. C'est ce passage-là qui est le plus difficile pour eux. Puis après, nous allons avoir nous prenons, vous prenez, ils prennent. Donc, les tableaux de conjugaison, tels que moi je les proposais à mes élèves et tels que je les ai proposés notamment dans la collection Pépites de chez Magnard, passent par ce travail de comparaison et de construction de tableaux où on va réunir les formes qui se prononcent pareil et qui s'écrivent pareil, celles qui se prononcent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil, et toutes les autres. On doit aussi pouvoir accepter d'abandonner les tableaux de conjugaison avec les 6 personnes, notamment au CE1, puisque, je vais le redire tout à l'heure, il n'y a rien à voir entre la conjugaison et les tables de multiplication. Et dès le cycle 2, on peut travailler les conjugaisons en prenant les pronoms 2 par 2. On va travailler je et tu. On va ensuite stabiliser nous et vous. Et on va ensuite stabiliser le il, elle. Quand on va stabiliser le je, tu des verbes en E, comme le verbe chanter, on va pouvoir stabiliser ce fameux tu qui prend un S. Progressivement, on va pouvoir montrer aux élèves qu'avec tu, on a toujours un S, quel que soit le temps, quel que soit le verbe. Ça, c'est une régularité qu'il faut installer. Les élèves ne peuvent pas le découvrir, ne peuvent pas savoir d'eux-mêmes que c'est quelque chose de régulier, de récurrent. Quand on travaille sur je, tu, nous, vous, et puis il, elle, on a à ce moment-là la possibilité d'être sur des exercices de réécriture qui sont aussi très intéressants. Donc, il va falloir construire une progression qui permette de travailler d'abord des verbes à un radical, donc une base, puis 2 radicaux, 2 bases, puis 3 radicaux, 3 bases, et repositionner les verbes fréquents dans cette progression et les introduire à partir du moment où la conjugaison commence à prendre sens pour les élèves et que la technique commence à prendre sens. C'est un peu comme au piano. Vous commencez par des gammes faciles, des exercices faciles, et puis vous allez aller vers des choses plus difficiles progressivement. Donc, ce sont ces verbes fréquents qu'on va pouvoir introduire à un moment pour montrer à quel point, par exemple, le verbe prendre change de radical souvent, mais on va les rassurer en disant, vous avez vu, on a nous prenons, et bien à l'imparfait, on va prendre uniquement ce radical. Je prenais, tu prenais, il prenait, on garde un seul radical. Donc, on est sauvé, on est tranquille. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une réflexion au niveau de toute l'école primaire, tous les cycles. C'est-à-dire que si vous commencez à engager une réflexion en constellation ou entre vous sur la mise en œuvre de la conjugaison, il faut que vous soyez tous d'accord sur la manière de faire, sur la manière de dire les choses et sur la manière de construire votre progression au fil des années du CE1 au CM2. Travailler les verbes fréquents un par un, en comparant les bases des différents temps. Ce que je viens de dire sur le verbe prendre peut très bien fonctionner pour le verbe faire, peut très bien fonctionner pour... voilà. Et ne pas avoir peur de faire des temps assez systématiques sur un seul verbe, mais un seul verbe qu'on va aussi travailler à tous les temps. On va faire comparer ce verbe au présent, à l'imparfait, au futur,
plutôt que de travailler plusieurs verbes d'un coup au présent, à l'imparfait et au futur, à un moment, ces verbes fréquents, on a déjà vu par le passé, dans l'année, sur des verbes à une base de base, les marques de temps et de personne. Donc, on s'attaque à un verbe fréquent et on le travaille conjointement aux 4 temps simples, par exemple, ce qui permet évidemment de revenir de manière spiralaire sur le présent, sur l'imparfait, sur le futur. Et puis, on va apprendre le passé composé très tôt, très vite, dès que la conjugaison du présent des verbes avoir et être est acquise, parce qu'on en a besoin au quotidien. Donc, on engage sa progression en commençant par un verbe à une base, un radical, le verbe chanter, le verbe danser, celui que vous voulez, un qui soit en ER mais qui ne soit pas du tout comme les verbes en CER ou en GER, vraiment un verbe avec une seule base. Vous pouvez introduire par exemple aussi ce fameux verbe cueillir pour montrer que lui aussi il fonctionne en EESE, etc. Et puis, juste après, on travaille le verbe avoir et le verbe être au présent, parce que juste après, on va pouvoir commencer à travailler sur les temps composés et à montrer que avoir et être sont aussi très intéressants pour nous aider à construire ce temps qui nous permet de dire quelque chose qui s'est passé avant. Il va falloir varier les activités. Alors, les rituels quotidiens, ça, je pense que c'est important au cycle 2, au cycle 3, de construire des rituels quotidiens qui consistent à mettre les élèves en groupe et éventuellement à pouvoir penser à la différenciation à ce moment-là. On leur donne des formes verbales conjuguées et on leur demande de choisir les pronoms qui iraient avec. On leur donne uniquement des marques de temps et de personnes et on leur demande dans une enveloppe de chercher le radical qui pourrait aller devant ces marques de temps et marques de personnes. On peut aussi se dire que l'on va travailler avec les élèves sur la construction d'un tableau de conjugaison, comme je le disais tout à l'heure, les formes qu'on entend et qui s'écrivent de la même manière, celles qu'on entend mais qui s'écrivent de manière différente, et les autres. Donc, commencer à construire une banque de tableaux de conjugaison dans la classe qui vont permettre d'aller vers cette comparaison des formes orales et des formes écrites des verbes. J'insiste sur les dictées de formes verbales. On voit beaucoup de formes verbales, de dictées de mots, donc des dictées de noms ou d'adverbes. Moi, je suis extrêmement intéressée par ces dictées de formes verbales parce qu'elles permettent aux enfants, à un moment, de se concentrer uniquement sur le lien entre le pronom et le verbe ou le groupe nominal et le verbe, et rien d'autre. Et à ce moment-là, c'est aussi l'objectif que l'on affiche et que l'on affirme. On va faire une dictée de forme verbale. Il faut avoir absolument, dans ces dictées de forme verbale, il faut avoir absolument cette possibilité de varier les pronoms, les personnes, les temps. Plus on va avancer, plus on va pouvoir varier. Excusez-moi, mais quand un message surgit, ça me distrait. Du coup, après, je ne sais plus ce que je dis. Je reprends. Dans ces rituels, oui, dans ces dictées de forme verbale, pensez à varier ce que vous allez dicter. Alors, en termes de changement de pronom, en termes de temps, mais par exemple, une dictée de plusieurs verbes avec tu à tous les temps différents, on ne peut pas dire que ça n'a pas de sens. Ça va au contraire installer de manière catégorique ce S que l'on trouve à tous les temps. Je reprends tout à l'heure mon exemple de il finit, ils finissent. L'enfant qui vous dit quand vous allez dicter il finit, maîtresse, c'est il avec un S ou il sans S, ça prouve très clairement que là, il y a un problème de compréhension de ces formes verbales et de leur analyse à l'oral. Des exercices de réécriture en changeant la personne ou le temps ou le nombre. C'est ce qui va être le plus intéressant parce qu'on va remettre le verbe dans une structure syntaxique et on va donc réellement le remettre en mouvement avec son environnement. Des exercices où on va chercher avec les élèves dans quel ordre ont lieu les actions. Quelle est celle qui a lieu avant l'autre? Quelle est celle qui a lieu après l'autre? Donc on numérote. C'est l'action numéro 1, c'est l'action numéro 2. On va aussi repérer quelles sont les actions qui sont montrées comme étant achevées ou pas. Les actions qui sont plutôt duratives ou ponctuelles. Et on va évidemment commencer tout cela par des choses relativement faciles au CE1, c'est important. Voilà. Alors, encore un élément,
il faut que vous puissiez travailler cette conjugaison toujours articulée à la production d'écrit et à la compréhension. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, que les formes verbales que vous donnez aux élèves, vous leur demandiez aussi de les installer dans une phrase qu'eux vont produire. La réécriture, c'est mettre le verbe en mouvement dans une phrase avec des changements qu'on leur demande d'effectuer. Utiliser la forme verbale dans une phrase leur demande de réfléchir au contexte qu'ils vont construire autour du verbe. C'est la phase extrêmement importante puisque à l'oral et à l'écrit, quand on utilise un verbe, on l'utilise toujours dans une phrase. Et puis, il va falloir articuler la conjugaison, bien sûr, à la compréhension en lecture. C'est toujours tout ce travail qu'on fait sur la temporalité ou sur l'aspect des verbes, et c'est quelque chose de particulièrement important quand on travaille la compréhension en lecture, de pouvoir s'appuyer sur le temps des verbes pour entrer dans une compréhension fine des actions. Alors, je le disais tout à l'heure, s'autoriser à faire autrement sur les tableaux de conjugaison. C'est vrai qu'on présente les tableaux de conjugaison avec je, tu, il, nous, vous, il. Et en fait, on a une présentation qui ressemble aux tables de multiplication. Les tables de multiplication, elles ont une logique. Quand on regarde la table du 2, on sait qu'on va compter, il me manque d'ailleurs le 2 fois 2, vous voyez, je suis passée tout de suite au 2 fois 3, mais on va bien avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc le résultat, il a une logique. On ajoute 2 à chaque fois. Il y a quelque chose de mathématique, là, de scientifique. La suite se comprend, s'analyse, peut être expliquée. Quand on travaille sur je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante, il n'y a pas cette logique-là. Et du coup, on plonge les élèves dans un espèce de vertige s'ils n'ont pas auparavant réfléchi à ce que j'entends, qui s'écrit de la même manière, qui ne s'écrit pas de la même manière, ils sont perdus. Donc les 6 personnes d'un coup au CE1, c'est le gage d'envoyer les enfants vers une piste qui montrerait que la conjugaison, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je me rappelle, petite anecdote personnelle, mais ma fille qui au CE1 était revenue en me parlant du verbe cueillir, en me disant il cueillissait. Et je lui dis mais pourquoi tu me dis il cueillissait quand on est dans le jardin ou autre, tu ne dis pas il cueillissait, tu dis quoi? Ah ben avec toi je dis il cueillait. Et je lui dis pourquoi tu dirais il cueillissait maintenant? Ah parce que ça c'est la conjugaison maman. Et la conjugaison c'est pas la vraie vie, c'est dans les tableaux. Ah, ce jour-là, j'ai eu un choc. Je me suis dit, si la conjugaison pour les enfants, ce n'est pas la vraie vie, ça va devenir très compliqué. Donc, c'est important de vraiment se dire que cette conjugaison, il ne faut pas qu'elle soit artificielle, il ne faut pas qu'elle soit, chaotique à leurs yeux. Je chante E, puis alors tu chantes, d'un seul coup je mets ES, alors pourquoi je mets ES, puis alors après elle chante, je remets E. C'est vertigineux pour eux. Et s'ils sont en difficulté, bah, vous les perdez. Alors, on est à un moment où on prône l'enseignement explicite. Je dirais que c'est sûrement dans le domaine de la conjugaison que c'est le plus important. Avec ces différentes phases que vous connaissez sûrement, cette ouverture, vous allez annoncer ce qui va être appris, toujours en lien avec ce que l'on sait déjà. Donc, on va rappeler aux enfants, par exemple, que tiens, on attaque un nouveau verbe au présent, mais le présent, on l'a déjà travaillé avant. Qu'est-ce qu'on sait à propos du présent? Et il va falloir toujours faire cet effort spiralaire pour être sûr qu'on ne cloisonne pas les temps et les verbes. Le modelage, il va falloir que vous puissiez montrer comment vous construisez les formes verbales. C'est un peu comme un puzzle. Vous le montrez à nouveau, vous le montrez à nouveau. Dans le cadre de la pratique accompagnée, les élèves montrent avec vous, si vous avez un tableau numérique, vous faites déplacer un radical, une marque de temps, une marque de personne, et vous faites construire ces formes verbales. La pratique accompagnée, la pratique autonome, il va falloir qu'ils commencent à faire seuls. Et puis le réinvestissement. C'est là où, dans les cahiers Grévis, nous avons essayé de garantir à l'enseignant le fait que les enfants puissent être complètement autonomes et en même temps dans une forme de progressivité. Autonome parce qu'on a une rigueur au sein des cahiers qui reconduit le même type d'activité et le même type de consigne de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise face à une consigne qui ne semblerait pas claire, mais en même temps une progressivité au sein de chaque exercice et d'un temps à l'autre au fur et à mesure sur les 4 niveaux, de façon à ce que les élèves puissent aussi, bien sûr, progresser. Donc, on a voulu installer des exercices de repérage de formes verbales dans des listes, parce que ça, c'est important. On a voulu évidemment redonner sa place à l'infinitif, là où il est important, c'est-à-dire
de la forme verbale conjuguée à l'infinitif, parce que l'infinitif porte le sens du verbe, donc ça c'est important. On propose aussi aux élèves de réfléchir au groupe sujet qu'ils peuvent associer à une forme verbale qu'on leur donne déjà. On leur propose des exercices de réécriture dans lesquels on va changer le pronom, la personne, le temps, le nombre, et on leur demande aussi d'utiliser des formes verbales dans des phrases. On propose un bilan et surtout, on propose, pour travailler sur cette pratique autonome de manière plus ludique, un jeu de cartes avec une petite règle du jeu très simple qui s'appelle le jeu des collectionneurs. Chaque niveau a son jeu de cartes. Les jeux de cartes peuvent s'enrichir les uns les autres, c'est-à-dire que si au niveau d'une école, vous décidez de travailler avec ses cahiers, le jeu de cartes du CE1, quand l'enfant arrive au CE2, il l'apporte, il aura le jeu de cartes du CE2 qui va le compléter, et ainsi de suite. Et à la fin du CM2, vous avez, avant le départ vers la 6e, un jeu de cartes complet qui permet aux élèves de travailler sur les verbes les plus fréquents et les verbes en ER, et de pouvoir être dans un travail d'association et de réflexion de manière ludique.